Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée d'Onula. On s'attaque aujourd'hui à un monument de la philosophie, Socrate. Ah, Socrate. Un personnage fascinant, c'est le moins qu'on puisse dire. On va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre à sa pensée son influence. Pas facile, Lazuren. Socrate n'a rien écrit lui-même. Tout ce qu'on sait de lui, c'est grâce aux témoignages de ses contemporains. Platon, Xénophon. Des sources parfois contradictoires. Exactement. Un vrai puzzle à reconstituer. Et pour commencer, je crois qu'on ne peut pas passer à côté de son physique. On dit qu'il était assez. Et spécial. Disons qu'il ne correspondait pas vraiment à l'image idéale du philosophe. Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire, vous? Imaginez plutôt des yeux globuleux, un nez épaté, une bouche charnue. On comparait souvent à un satyre. Un satire, c'est pas très flatteur. Non, pas vraiment. Et puis, il était assez négligé. Il portait les mêmes vêtements jour et nuit, marchait pieds nus. Ça devait détonner dans l'Athènes antique, où la beauté était si importante. Oui, complètement. À l'époque, on associait la beauté physique à la vertu. Alors forcément, ce côté dérangeait. Et pourtant, il a réussi à imposer ses idées. C'est là tout le paradoxe. Son apparence ne l'a pas empêché de devenir une figure incontournable d'Athènes. Il devait avoir d'autres oiseaux, tout. Sa parole peut être Rodin. Ah oui, sa fameuse méthode faux. On dit qu'il était un véritable taillon qui piquait les Athéniens, les forçant à réfléchir. C'est ça la méthode socratique Saliou. Exactement. Une série de questions posées avec une ironie mordante pour déconstruire les idées reçues. Un peu comme un avocat qui interroge un témoin. Oui, on peut dire ça comme ça. Socrate cherchait à mettre ses interlocuteurs face à leurs contradictions, à les amener à découvrir la vérité par eux-mêmes. Et ça ne devait pas plaire à tout le monde. Ah non, loin de là. Il se moquait des conventions, remettait en question l'autorité, la religion. Un vrai provocateur. Oui, et il prenait un malin plaisir à déstabiliser ses interlocuteurs avec son ironie. L'ironie socratique. Un vrai casse-tête pour les historiens. On ne sait jamais s'il est sincère ou s'il se moque. C'est ce qui fait tout son charme. On nous oblige à réfléchir, à nous interroger. Justement, en parlant d'interrogation, j'ai lu des choses étonnantes sur sa vision de l'amour. Ah oui, l'amour selon Socrate, c'est un sujet complexe et passionnant. Il faut se rappeler qu'à Athènes, la pédérastie était une pratique courante. Et Socrate lui-même n'était pas insensible au charme des jeunes hommes. C'est ce que laissent entendre certaines sources. Mais attention, pour lui, l'amour n'était pas seulement physique. Ah bon? Il voyait dans la beauté physique le reflet d'une beauté intérieure, spirituelle. L'amour comme une voie vers la connaissance. Exactement. L'amour nous pousse à nous dépasser, à rechercher la vérité, la sagesse. C'est une vision très idéalisée de l'amour. Oui, c'est vrai. Mais c'est typique de Socrate. Toujours chercher à élever les débats, à aller au-delà des apparences. Et cette quête de la vérité, elle se manifestait aussi dans sa philosophie en général. Absolument. Pour lui, la philosophie n'était pas un simple jeu intellectuel. C'est un mode de vie, un cheminement spirituel vers la sagesse. Et cette sagesse, elle se trouvait comme un guet. En reconnaissant d'abord son ignorance, Je sais que je ne sais rien, la célèbre phrase de Socrate des War. voilà, dit-il. Mais attention, ce n'est pas une simple déclaration d'humilité. C'est une véritable prise de conscience. Reconnaître que nos connaissances sont limitées, que la vérité est toujours à chercher. C'est une belle leçon d'humilité. Et comment transmettait-il cette philosophie? Il n'avait pas d'école, si je me souviens bien, Moka. Non, il n'avait ni école, ni livre. Il philosophait dans la rue, sur l'agora, interpellant les passants. Un vrai philosophe des rues et qui aidait ses interlocuteurs. Tout le monde, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des hommes politiques. Il ne faisait aucune distinction. Non, pour lui, la philosophie était accessible à tous. Et comment réagissaient les gens face à ces questions bêtes? Différemment. Certains étaient fascinés par sa sagesse, d'autres irrités par son ironie. Normal, il n'hésitait pas à les bousculer, à les mettre face à leurs contradictions. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui va le conduire à son procès. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, on en parlera dans la prochaine partie de notre plongée. Ah, ce procès de Socrate. Un moment clé. On en parlait, il est accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse. Oui, des accusations graves dans le contexte de l'Athènes de l'époque. Imaginez l'atmosphère. Athènes sort à peine d'une période trouble, la tyrannie des 30, et certains voient peut-être en Socrate une menace pour la stabilité retrouvée. On peut se demander si sa condamnation est purement religieuse ou s'il y a aussi des enjeux politiques. Bonne question. C'est un débat qui continue de diviser les historiens. Possible que l'impiété masque en partie des motivations plus politiques. Socrate, par son indépendance d'esprit, il dérangeait.
Et comment se défend-il face à ces accusations? On a la chance d'avoir le récit de Platon présent au procès. Oui, l'apologie de Socrate. Platon nous décrit un Socraton brillant, ironique, même face à la mort. Il démonte point par point les arguments de ses accusateurs. Avec la même ironie que dans ses discussions philosophiques. Exactement. Il se compare à un tyran qui pique les Athéniens, les réveille de leur torpeur intellectuelle. C'est une image forte. Mais concrètement, que leur reprochait-il non? De se préoccuper de futilité, de courir après la richesse et le pouvoir au détriment de la vérité et de la justice. Il les invitait à se tourner vers l'intérieur, examiner leur âme. Des idées qui devaient déranger, on n'imagine ni. Et pourtant, dans l'apologie, il semble accepter sa condamnation. Il ne cherche pas à fuir. Vrai, Socrate se présente comme un citoyen loyal, respectueux des lois, même quand elles le condamnent. Il dit préférer mourir en homme, juste vivre en trahissant ses principes. Un martyr de la philosophie. Mais est-ce que ça a convaincu ses juges? Non. Le jury le déclare coupable, le condamne à mort. Une fin tragique. Comment s'est déroulée son exécution? Sigui, un poison mortel. Socrate passe ses derniers jours en prison, entouré de disciples, à parler de la mort, de la vie après la mort. Des moments intenses, on imagine. Oui, Platon nous les raconte dans le Phédon, un dialogue qui relate ces derniers instants. On y voit un Socrate serein, sage, face à l'inéluctable. Une mort qui a marqué les esprits et contribué à sa légende. Mais au-delà de sa vie, de son procès, parlons de ses idées. Je sais que je ne sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire au juste oui? La clé de voûte de sa philosophie, pas juste une déclaration d'humilité, une prise de conscience. On ne sait pas grand-chose, la vérité est toujours à chercher. Une invitation à se remettre en question en permanence. Mais du coup, comment fait-on pour accéder à la vérité si on ne sait rien? Par le dialogue, le questionnement, la fameuse méthode socratique, des questions qui déconstruisent les idées reçues, démasquent les contradictions, amènent l'interlocuteur à découvrir la vérité par lui-même. Un accouchement des esprits. Exactement. Socrate, une sorte de sage-femme qui aide les autres à accoucher de leurs propres idées. Et cette méthode, elle s'appliquait à tout paix. À tout oral, politique, religion, art. Il interrogeait les experts, les spécialistes, les confrontait à leurs contradictions. Il devait être assez agaçant. Sans doute, mais c'était sa force. Il obligeait les gens à sortir de leur zone de confort, à penser par eux-mêmes. D'où ses admirateurs. Et ses ennemis, Exactement. Une chose est sûre, il a marqué l'histoire de la philosophie. complètement. Mais on n'a pas parlé d'un aspect important, sa théorie de la réminiscence. Ah oui, fascinant. Tu peux nous en dire plus, paix. Selon Socrate, apprendre, ce n'est pas acquérir de nouvelles connaissances, mais se souvenir de ce que l'âme sait déjà. C'est-à-dire, on est trait avec un savoir inné. Avant de s'incarner, l'âme aurait contemplé les idées, les essences éternelles. Mais à la naissance, oublie. Apprendre, c'est se remémorer ce savoir. Des accents un peu mystiques de là-bas. Oui, c'est vrai. À la frontière entre philosophie et religion. Mais implication philosophique importante. Si on a un savoir inné, la vérité n'est pas extérieure, mais en nous. Il faut la découvrir. Une vision optimiste de la nature humaine. Oui, car chacun a en lui les ressources pour accéder à la vérité et à la sagesse. Mais comment réveiller ce savoir qui sommeille en nous? Par la philosophie, le dialogue, le questionnement, s'interroger, confronter ses idées, voilà le chemin. La philosophie, un chemin vers la connaissance de soi. Un chemin qui n'est jamais terminé, Laka. Pour Socrate, la recherche de la vérité, c'est une quête sans fin. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. On comprend mieux pourquoi il disait ça. Exactement. Ne jamais cesser de s'interroger, se remettre en question, chercher à comprendre le monde, soi-même. Une belle leçon de vie, toujours actuelle. Socrate, plus qu'un philosophe antique, un maître à penser, un guide qui nous invite à vivre une vie plus consciente, plus réfléchie. Son héritage est bien vivant. La méthode socratique inspire encore beaucoup de domaines. C'est vrai. Un outil puissant pour l'esprit critique, la créativité. Accessible à tous en plus, pas besoin d'être philosophe. Exactement. Être curieux, avoir envie d'apprendre, oser poser des questions. Être un peu socratique en somme. C'est ça. Cultiver l'art du questionnement, de la remise en question. Un beau programme pour la suite de notre plongée. Oui, j'ai hâte de l'explorer avec vous. Socrate, sa vie, son procès, ses idées sur l'amour, la connaissance. On a exploré pas mal de choses. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé. Sa vision de la politique. Ah oui, la politique est attitrée. Souvent négligée, et pourtant essentielle. N'oublions pas qu'il vit à une époque tumultueuse. Guerre, rivalité politique, bouleversements sociaux. Athènes, une démocratie certes. Mais on imagine que la vie politique était loin d'être un long fleuve tranquille. Loin de là,
Tension entre factions, lutte de pouvoir, ambition, un contexte explosif. Et Socrate, il ne reste pas simple spectateur. Vraiment, Claf. Il était engagé politiquement. C'est là que ça devient intéressant. Jamais de fonction officielle, jamais brigué de mandat, mais une vision très claire de ce que devrait être la politique. Une vision qu'il n'hésite pas à partager, parfois de façon provocante. Et c'était quoi sa vision Z? Pour lui, la politique ne doit pas se résumer à une course au pouvoir, aux intérêts personnels. Elle doit viser le bien de la cité, la justice, l'harmonie sociale. De beaux idéaux. Mais on sent poindre une critique de la politique de son époque. Oui, il reproche aux politiciens de se soucier plus de leurs intérêts que du bien commun, de manipuler les citoyens pour obtenir leur voix. Il remet en question leurs compétences, souligne que beaucoup n'ont aucune expertise réelle. Étonnant, cette critique venant de quelqu'un qui n'a jamais voulu exercer le pouvoir. Le paradoxe socratique. Il critique mais ne se désintéresse pas du bien commun. Au contraire, il est convaincu que la philosophie a un rôle à jouer. Ah bon. La philosophie en politique. Pour lui, les citoyens doivent être éduqués, éclairés pour prendre des décisions justes. Il croit au dialogue, à la raison, pour résoudre les conflits, construire une société meilleure. Donc la philo, ce n'est pas juste une discipline abstraite lagastaire. C'est un outil pour améliorer la cité. Exactement. Former des citoyens responsables, capables de penser par eux-mêmes, de contribuer au bien commun. D'ailleurs, il ne fait pas que critiquer, il incite les citoyens à s'engager et à participer. Comment ça va, oui? Par le dialogue, toujours âcre, il discute, interroge, pousse à la réflexion. La méthode socratique appliquée à la politique en quelque sorte. On imagine que ça devait créer des remous. Probablement. Mais c'est son but. Susciter le débat, faire émerger des idées nouvelles, bousculer les habitudes. Un vrai talon politique, comme il disait lui-même. Exactement. Difficile de mesurer son influence directe, mais il a inspiré de nombreux penseurs, de Platon à nos jours. Platon, son disciple, qui développe une philosophie politique très marquée par la pensée de son maître. Oui, on retombe chez Platon, cette même exigence morale, cette volonté de fonder la politique sur la justice, la sagesse. Fascinant de voir comment la pensée de Socrate traverse les siècles, nourrit la réflexion politique jusqu'à aujourd'hui. Un des aspects les plus importants de son héritage, sans doute. Socrate nous montre que la philosophie, ce n'est pas juste la théorie. Ça peut avoir un impact concret. Une belle leçon d'engagement citoyen, au terme de cette plongée dans l'univers de Socrate que retenir de sa philosophie. Socrate nous invite à ne jamais cesser de nous questionner, remettre en question nos certitudes, chercher la vérité par nous-mêmes, développer notre esprit critique, ne pas se laisser bercer par les opinions toutes faites, oser penser par soi-même. Un message fort, particulièrement aujourd'hui. Dans un monde saturé d'informations, il est parfois difficile de s'y retrouver. Oui, c'est vrai. Socrate nous donne des clés pour naviguer dans ce monde complexe. La réflexion, le dialogue, la recherche de la vérité, des valeurs essentielles pour une société plus juste, plus humaine. Merci pour cette plongée passionnante. Avec plaisir. Et à tous nos auditeurs, n'oubliez pas, osez questionner, osez réfléchir, osez être socratique.